Bonjour, je m'appelle Catherine Craig-Saint-Louis. Je suis urbaniste pour des organismes à but non lucratif au Québec, notamment coordonnatrice de projet chez Rue Principale, qui est un partenaire de l'Institut urbain du Canada, particulièrement dans le cadre de la campagne Relancer les rues principales. C'est dans ce contexte-là que je suis invitée aujourd'hui en tant que responsable régionale pour animer cette conversation. Alors, au nom de l'Institut urbain du Canada, je vous remercie à la maison, ceux qui se connectent avec nous, ceux qui nous écouteront plus tard aussi, pour regarder cette discussion plein feu sur le Québec dans le cadre de l'événement COVID-100, COVID-100. C'est la deuxième discussion d'une série de 6 à avoir lieu aujourd'hui sur l'impact de la pandémie dans les villes canadiennes. C'est la première à se tenir presque intégralement en français. On intervient après celle d'Halifax qui avait lieu ce matin et on sera suivi dès 12h30 par celle à London, en Ontario. Avant de commencer, puis on pourra le voir parce qu'on est chacun chez soi avec nos derrière d'écran personnels. On est dans des temps quand même chamboulés. Certains, comme nous aujourd'hui, donc, sont chanceux de se réunir à distance depuis plusieurs endroits. Les fabuleuses personnes qui vont ouvrir la discussion dans un instant sont à Montréal. Je suis à Gatineau. On a aussi probablement des gens qui nous écoutent d'un peu partout au Québec, au Canada. On souhaite donc reconnaître que l'événement d'aujourd'hui se déroule sur les territoires traditionnels de plusieurs peuples autochtones. J'anime l'événement aujourd'hui depuis Gatineau, situé en territoire traditionnel algonquin non cédé. Je souhaitais commencer en soulignant ma reconnaissance d'y vivre et d'y travailler et vous partager très brièvement mon expérience récente puis l'enthousiasme que j'ai de devenir une meilleure alliée en donnant, par exemple, dans mon milieu, davantage la parole à l'avenir aux aînés qui œuvrent dans mon voisinage. Des petits clins d'œil côté technologie. On est tous rassemblés de façon technologique aujourd'hui. On va suivre où la technologie veut bien nous amener. Fait qu'on peut être indulgent envers ça aussi. Là. Il y a parfois des petits pépins. On avisera au fur et à mesure. À la maison, je vous invite à participer via la fonction chat du Zoom, que ce soit pour laisser des questions, je vais garder un œil, que ce soit pour discuter entre vous. Par le passé, dans les autres sessions, il y avait justement des discussions très intéressantes. Fait qu'assurez-vous juste d'écrire à tous. Là. Il y a une petite flèche et un menu déroulant pour que vous puissiez écrire à tout le monde parce qu'on souhaite voir ça. Le résumé des conversations d'aujourd'hui, l'enregistrement, une transcription, tout sera mis en ligne après la séance sur COVID100, covid100.ca. Sachez que ça inclut les commentaires dans le chat. Comme ça peut générer des conversations très pertinentes, on souhaite garder le suivi de ça. Donc, rentrons dans le vif du sujet. C'est le 11 mars 2020, très exactement, que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état de pandémie. On pourra voir après que dans les jours qui ont suivi, là, plusieurs des villes canadiennes notamment ont suivi le pas. Je regardais encore ce matin les chiffres, notamment les données de l'Institut national de santé publique. 100 jours plus tard, très exactement aujourd'hui, on constate en ce moment, encore ce matin, plus de la moitié des 100 000 cas au Canada qui se trouvent au Québec. Et de ce nombre, près de la moitié sont recensés notamment à Montréal. Peut-être juste un dernier mot pour positionner la journée d'aujourd'hui, les conversations. L'Institut urbain du Canada publie aujourd'hui un rapport qui souligne combien la COVID creuse encore davantage le fossé des inégalités dans les villes canadiennes. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas encore, mais on sait que l'expérience au Canada est très disparate, ça on le sait. Ça semble dépendre de qui on est, de où on vit, du type d'emploi qu'on occupe. Si cet emploi-là nous permet, par exemple, d'être en télétravail ou pas en ce moment. Le rapport souligne, entre autres, le besoin pour davantage de données locales, en rapport avec l'ethnicité également. Tout ça est disponible sur covid100.ca, covid100.ca. Et ça se veut un repère
à la 100e journée et à chaque 100e journée qui viendra par la suite, aussi longtemps que ce sera pertinent. Donc aujourd'hui, on est invité à discuter, à regarder au Québec et particulièrement à Montréal, quels impacts la COVID a eu dans les 100 derniers jours, ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu dans nos milieux, ce qui s'est fait et ce qui nous attend ou ce qu'on souhaiterait voir ou ce qu'on devrait voir arriver dans les 100 jours à venir. Je dis particulièrement à Montréal. Les 4 panélistes à qui je vais céder la parole sont dans la région de Montréal. Certains œuvrent également à l'extérieur. Évidemment, on n'a pas aujourd'hui la prétention de parler au nom de l'ensemble du Québec ou des perspectives. On n'aura pas tout couvert, les régions, le Nord, la diversité des perspectives, mais c'est un début et je suis heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui. On est cependant en présence de perspectives variées qui, à mon sens, se rejoignent en cela que ce sont tous et toutes des personnes qui œuvrent à venir en aide à des segments de la population, à répondre à des besoins, à y répondre mieux. Puis on veut savoir comment les derniers jours se sont passés pour eux. Les biographies longues, et vous verrez dans le chat les liens pour voir là, qui sont les gens qui sont avec moi aujourd'hui, sont publiés. Vous pourrez aller les lire. 3 des 4 panélistes s'exprimeront en français, une en anglais, et on s'est assuré que tout le monde pourra suivre. Et j'animerai en français avec une sensibilité pour que la discussion soit la plus fluide possible. Fait que je commencerai déjà, j'y suis allée en ordre alphabétique de prénoms avec Dimitri, si vous le voulez bien. Si tu veux commencer en quelques minutes là, à Montréal, dans ton quartier, dans tes occupations, dans ton travail, comment se sont déroulés les 100 premiers jours de la pandémie, donc les 100 derniers jours? Qu'est-ce que tu as pu observer, qu'est-ce que vous avez pu observer, pardon, dans votre milieu? Oh! Et là, il va falloir jouer des micros. Ça arrive Oui, toujours. désolé. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est plus au point de vue alimentaire, ce qui s'est passé dans mon quartier, mais aussi plus généralement sur l'île de Montréal. Donc, moi, comme ça a été mentionné, je m'appelle Dimitri Espérance. Je suis membre fondateur d'un collectif qui s'appelle La Dalle, qui œuvre à Saint-Henri. C'est un collectif qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire du quartier de Saint-Henri, particulièrement la partie ouest du quartier. Et on veut créer une épicerie coopérative pour s'attaquer à cet enjeu-là. Donc, c'est ça. Ce qu'on a remarqué assez rapidement, c'est surtout dans un quartier comme Saint-Henri où l'écosystème, je dirais, où le réseau alimentaire était déjà pas très développé, considérant que c'est un système alimentaire, on voit vraiment que la crise est venue chambouler en fait les services qui restaient, les services qui étaient disponibles à la population. Donc, pour donner un exemple, pour beaucoup de personnes, la sécurité alimentaire, c'est beaucoup le dépannage alimentaire et c'est beaucoup de ça qu'on a entendu parler ces derniers temps, considérant qu'on était dans une situation d'urgence. Sauf qu'en temps normal, il y a également d'autres services parallèles. Par exemple, des cuisines collectives, des jardins collectifs, des groupes d'achat, des marchés fermiers, des marchés de quartier, des ateliers culinaires, etc. Ce que cette crise a fait, c'est que dans une situation où il fallait respecter la distanciation sociale, beaucoup des services offerts par les organismes de sécurité alimentaire n'étaient plus disponibles. Ce qui restait, c'était le dépannage alimentaire et la livraison de repas à domicile. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le réseau alimentaire est, comme ça dit, un réseau, un système. Donc, ce qui impacte la chaîne en amont aura des impacts en aval. Ce qui est arrivé en amont, c'est, beaucoup de personnes le savent, il y a des organismes comme Moisson Montréal, Moisson Laval, qui alimentent les banques alimentaires. Ces organismes-là, dû à la crise, avaient un manque de bénévoles. Donc, en amont, la distribution elle-même de denrées était impactée. Par la suite, les organismes communautaires qui recevaient ces denrées-là ont connu une hausse de l'affluence. Je travaille également pour un organisme qui s'appelle le Dépôt alimentaire à NDG. Nous, on a connu une hausse de 50% des personnes qui utilisent nos paniers d'urgence. Et là-dedans, il y a des gens qui n'avaient jamais eu recours à des paniers alimentaires avant ça. Donc,
je pense que ce que moi j'ai pu observer dans mon quartier pour conclure là-dessus, c'est vraiment que les personnes qui sont vulnérables se sont retrouvées encore plus vulnérabilisées et des personnes qui, avant, réussissaient plus ou moins à s'en sortir, se trouvent dans une situation où ils doivent avoir besoin de services qu'ils n'avaient jamais eu besoin avant. Et malheureusement, ces services-là sont également impactés. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a plus de personnes qui ont des besoins, mais moins de personnes pour être capables de répondre à ces besoins-là, ce qui a amené la création du collectif pour essayer d'amener des bras additionnels, mais ce qui a amené également, comme on a pu voir, vraiment un regain d'intérêt au Québec pour les questions qui touchent à l'autonomie alimentaire. Merci. Merci beaucoup, Dimitri. J'ai dit que j'œuvrerais en ordre alphabétique, mais j'ai envie, parce que ce qui a été mentionné tout récemment, là, la question du système, la question des impacts en amont qui viennent avoir des répercussions par ailleurs, j'aurais envie de passer à Nagousset, si c'est correct, parce que je pense qu'il y a des liens peut-être à faire là, avec justement ces réactions qu'on doit avoir parce qu'on est en écosystème. Donc, comment one thing leading to another impacts the whole, ecosystem. Nagousset, voulez-vous poursuivre? Okay, so you want me to say what's gone on? Yeah, because Dimitri was speaking of how in the system one impact on amont, like in before, impacts the rest of the system, and I thought I might continue with you. So it's been really difficult for the homeless community, right? So I guess it's been devastating. So, at the beginning of COVID, all the services dried up. There was nowhere for anyone to go. And because, I'm the co-manager of Resilience Montreal, we ended up keeping it open longer than all the other organizations until we could no longer social distance. And we had an overflow from all the homeless population that was showing up. So we made the decision, I believe it was like March the 26th, to leave the building and cross the street to the park and put tables and chairs and give our services out there. So all our intervention workers, and we made food. So we would have people run across the street with food. And maybe 2 days later, the mayor decided that they liked this idea so much that they were going to duplicate it and have, 4 other parks, one at Emily Gamelin, one at, Place du Canada. They would be like the day centers for the homeless. But it's really not the solution. And we needed a lot more help for the population because there was less places for them to sleep. There was nowhere to go that was warm. We were outside like in March. March was really cold. So was April. And even part of May was freezing, snowing, I think like on Mother's Day or something like that. Like it was really cold out and they were tired of being outside. In all the places that you would think they could get warmth, like being in the metro, most of them were closed down. All the shopping malls were closed down. So it was really hard for them to get out. So we do our best at Resilience in terms of trying to, give really good food, right? So we're making chili and, every morning we're making like, those like sort of egg McMuffin type of things, right? And we're doing barbecues and we're celebrating like the holidays that are outside, like we had an Easter egg hunt, and we're giving out clothing and shoes and underwear and tents and sleeping bags and blankets and gloves and everything that they could possibly need, although right now they don't need it. However, right now we have a sprinkler and we have a cooling station at Resilience Montreal, right? So we are totally adapting to their needs. But what is of concern is that the services for them continue to close down. So now all those other parks are starting to close down. We have a rest center at Dawson Center, or at Dawson College, and that's closing on June the 26th. So we have to keep adapting to help the people because it's really devastating how
it seems like society just forgot about this population. Merci, merci. So I'll say just one bit in English to kind of transfer to the next, but that part about being in constant evolution and having to adapt constantly to keep answering at best the needs that you observe. Je vais encore déroger à mon ordre alphabétique. José, promis, je terminerai avec ton intervention, mais j'aurais envie d'entendre et d'aller directement à Violaine, si ça va, parce que cette question-là de s'adapter et d'offrir, par exemple, du logement, là, on parlait de gens en situation d'itinérance, mais j'aurais envie de passer à Violaine, si vous voulez bien, pour la suite. Oui, alors bonjour, merci de l'invitation. Oui, moi, je travaille pour l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Attendez, je vais fermer ma porte ici. Désolée. La construction commence juste comme je me mets à parler classique. Donc, c'est une association d'entreprises d'économie sociale qui développe de l'habitation communautaire, donc du logement social, du logement communautaire partout au Québec et dont à Montréal. C'est sûr que pour moi, les derniers 100 jours, et puis moi et le milieu dans lequel je travaille, ce qui a été absolument frappant au départ, c'était la fameuse consigne de confinement. Il faut rester chez soi. Et là, tu dis, ah, OK, bien d'abord, ça prend un chez-soi, ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont en situation d'itinérance, alors de révéler quelque chose. Et dans quel contexte aussi les gens vivent, parce que rester chez soi, quand on est dans un tout petit logement avec plusieurs enfants, quand on est dans un logement insalubre, quand on perd son emploi et qu'on avait déjà un logement qui était inabordable en fonction de son revenu, le niveau de défi est beaucoup plus important que des gens qui ont une situation de logement qui est adéquate et surtout beaucoup plus anxiogène, avec des conséquences sur la santé mentale, voire sur la santé physique elle-même, qui sont beaucoup plus importantes. Donc, ça a été la première chose frappante, c'est l'espèce je ne sais pas si on peut appeler ça une découverte, mais d'une prise de conscience encore plus grande, on l'espère en tout cas, puis que ça va durer, de l'importance d'avoir un chez-soi. Et un chez-soi qui soit sécuritaire, qui soit sain et qui soit évidemment accessible en fonction de ce qu'on peut payer. Ensuite de ça, on l'a dit d'entrée de jeu, Catherine l'a dit d'entrée de jeu, que c'est venu, cette crise-là, non seulement, oui, aggraver les inégalités, mais juste les montrer aussi, là, encore plus, c'est venu, on l'a beaucoup dit, là, montrer le focus sur les inégalités, mais aussi que les inégalités, au fond, ont une répercussion sur tout le monde. Hein, même ceux qui n'en vivent pas, là, dans un contexte de crise sanitaire et tout, là, on voit que les inégalités sociales, ça a un impact sur le fonctionnement et la santé globale de la population. C'est la même chose pour le logement. Le logement, c'est un élément déterminant de la santé. Donc, ça aussi, ça a permis de faire des liens entre une crise sanitaire, des enjeux de santé publique et l'importance du logement. Fait que c'est comme si il y avait un sentiment de convergence là, des besoins en matière de logement. Ensuite de ça, c'est sûr que très concrètement, là, sur le terrain, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, je l'ai dit tantôt. Donc, c'est sûr que l'enjeu de la crise du logement abordable qui existait déjà avant la crise de la COVID, c'est clair qu'elle est aggravée actuellement, puis particulièrement à Montréal. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir les prochains chiffres de taux de vacances de logement, parce qu'avant la crise, on était là je ne vais pas rentrer trop dans les statistiques, mais à 1,5 %, alors que normalement, pour être dans ce qu'on appelle un taux d'équilibre, c'est 3 %. Et dans certains quartiers, on était même à 1 %. Donc, on sait que la crise de la COVID va aggraver la crise du logement, ce qui fait qu'au 1er juillet, on va voir
va se passer, mais il y a des gens qui n'ont pas trouvé, ou s'ils ont trouvé, ce ne sont que des mesures temporaires. On est beaucoup dans la réponse en urgence en ce moment parce que c'est les 100 jours, fait que tout est des mesures de... On patch un peu à droite, à gauche, on offre des mesures d'urgence. Il le faut, c'est très bien. Mais en même temps, puis là, je me tournerais peut-être plus vers les perspectives, c'est que ça va être quoi la suite? Et nous, on a, dans notre secteur, ce qui est positif, c'est qu'on a vu, compte tenu de la crise économique qui se mêle à tout ça, de la crise sanitaire, et de la crise dans l'immobilier, tout ça, on a plein de secteurs, même économiques, financiers, le secteur environnemental aussi, qui ont joint le mouvement pour dire ça prend du logement social, beaucoup plus de logement social. Donc, on a plus d'appui, il y a une plus grande solidarité derrière cette idée-là d'avoir une relance qui soit solidaire, justement. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que cette opportunité-là va être saisie? Je pense que c'est un peu ça la question en ce moment que plusieurs doivent se poser, parce que c'est ça, en fait, qu'on doit faire, c'est proposer des solutions qui soient structurantes pour que les prochaines crises, on les vive, soient, disons, plus... moins difficiles à vivre, en tout cas, pour tout le monde, parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc, comment... Ben oui, exactement. Merci, merci Violaine, qu'on continue d'œuvrer puis d'avancer vers une communauté puis des communautés toujours plus fortes, toujours plus en santé, toujours plus solidaires. Exactement. Je passerai la parole à Josée. On a eu déjà quelques perspectives de thématiques particulières. Je te passerai D'ailleurs, je veux m'excuser. J'ai eu la fâcheuse tendance de vous tutoyer peut-être tous depuis le début. Moi, ça me convient tout à fait. Je m'en excuse. Parfait. Alors, Josée, je te passerai la parole pour poursuivre dans cette lignée là, des observations puis des actions peut-être déjà posées là, depuis les 100 derniers jours. Tout à fait. Merci, Catherine. Ça me fait aussi plaisir d'être ici avec vous. Puis en effet, je trouve que Catherine, tu as choisi le bon ordre finalement parce qu'il y a un beau lien qui se crée avec les derniers propos de Violaine. Puis aussi, en effet, on fait face à une crise sanitaire sans précédent, mais c'est aussi le cas on fait face aussi à une crise économique sans précédent. Donc, les 100 derniers jours a été un peu comme vous, hein, dans l'urgence, à déployer des mesures très, très rapidement. Puis aussi, en tant qu'organisation, la Ville, on n'était pas tellement en télétravail, mais de se retrouver du jour au lendemain en télétravail dans une grande organisation qui est la Ville de Montréal, parce que je fais partie d'ailleurs de la Ville de Montréal, donc je suis au service de développement économique, d'où le point de vue économique de mes propos. Mais de se retrouver en télétravail et d'avoir une agilité à pouvoir déployer des mesures très, très rapidement, ça a été tout un défi, mais on l'a relevé avec une énorme mobilisation à l'intérieur de la ville, des comités exécutifs spéciaux. Donc, il y avait vraiment cette agilité qui s'est mise aussi en opération. Donc, on a déployé là, vraiment plusieurs mesures d'urgence. En parallèle, on a développé le plan de relance de l'économie, plan court terme, plan de relance de l'économie à très court terme. Puis oui, ça se veut solidaire. Vraiment, là, qu'est-ce qui sont les principes directeurs de ce plan de relance économique? C'est de se doter de gestes qui vont être structurants pour faire de Montréal une ville résiliente et inclusive, puis bien sûr, bien axée sur la transition écologique. Donc, à très court terme, on propose quand même des mesures pour stabiliser l'économie. Donc, il y a différents axes, là, puis des mesures, des fonds d'urgence qui ont été déployés, vraiment pour se dire, OK, on stabilise l'économie, parce que, bien entendu, pour faire face aux enjeux, que ce soit de sécurité alimentaire, d'habitation, bien, ça prend un emploi. Il y a un bon emploi à Montréal. Donc, c'est important aussi qu'on stabilise notre économie puis qu'il y ait un retour des travailleurs. Mais on veut aussi déjà mettre le ton pour réinventer le développement économique de Montréal puis aller ailleurs. Donc, on met en place déjà des jalons pour aller vers une économie plus circulaire, donc beaucoup d'optimisation des ressources, des flux des ressources, mais aussi le partage, un peu l'économie du partage, puis
donc de diminuer notre consommation à la source. Donc, c'est des mesures, c'est de types de mesures, mais tout ça, c'est bien entendu, je n'irai pas en détail, c'est disponible. On a lancé le plan mercredi, donc il est sur notre site Internet. Donc, en gros, c'est ça, on a été vraiment dans les mesures d'urgence, puis là, ben, on regarde vers l'avant, puis on pourra peut-être échanger un petit peu plus en détail sur certaines initiatives qui rejoignent justement là, les différents sujets abordés aujourd'hui. Oui, merci. Merci beaucoup. En fait, ce n'était pas non plus nécessairement ma première question, mais à vous entendre, il y a une chose avec laquelle j'aurais envie qu'on poursuive tout de suite. Je pourrais soit voir dans vos yeux si ça allume des étincelles ou choisir au hasard quelqu'un pour se lancer. Mais je me demandais, plusieurs d'entre vous ont mentionné la question justement là, soit de continuer d'avoir un contact dans votre milieu, soit de nouveaux partenaires qui se joignent à vous pour demander les mêmes choses que vous. Hier, Mary, la directrice de l'Institut urbain du Canada, était au quartier de l'innovation pour un panel, comme on a aujourd'hui. Puis, elle mentionnait quelque chose du genre, pour générer de la résilience, il va falloir continuer et s'améliorer à générer de la connaissance dans le milieu, la générer par et pour le milieu. Et dans vos situations, puis je vais comme passer à l'anglais pour le traduire pour Nagoussette, puis peut-être l'inviter à parler en premier, mais comment ça s'est poursuivi, soit ce lien-là avec les clientèles que vous aidez ou avec vos partenaires. So, Nagoussette, I was just saying how amongst all of the very nice things that have already come up through us talking, I wanted to move on the question of all of you kind of touched the how you were able or not, or how it changed, that link that you could keep alive with either the clienteles that you're helping or the partners that you have. So maybe if you want to start on this, on how, you know, to generate resilience, we're going to have to generate community knowledge, collective answers. Are you inspired by the question at all? Do you want to start, Nagoussette? Sorry, I'm not quite sure if I understand the question. You want to know whether or not you want me to discuss community partners and how we need to work with them? Well, either partners or the conversation with the users that you help, the population that you help. How has that communication or connection been able to keep going, or how have you kept, you know, in contact with the people you help? Because you're all probably going to have different either answers or feels about that. Yeah. Okay. Well, the easiest thing is just to talk about how we ended up hiring more people, and we have sort of a back team that helps us with all the clothing and all the food. So we make like 500 meals a day. And then we also have the frontline or intervention staff that are literally in the park all day long with the people. So we have a great communication with the people because we're literally sitting outside with them all day long. From 7 in the morning until 3 in the afternoon, we are there with them. In terms of community partners, though, we do have a link with the City of Montreal. We work with Annie Gauthier, who is absolutely fabulous. I love her. I think that with other city or other partners, it's a little bit more difficult in terms of like working with the CIUS right now. I have been asking for a testing bus at Cabot Square for about 2 months. And those sort of calls went unheard, or they were heard but ignored. But now we are closer. I think next week we're actually going to have a testing tent because the buses are now gone. So I think that what I've learned through this, but this has always been the case, is that you have to be incredibly perseverant with getting your needs shared. You know, like we had to negotiate to keep Dawson Center open because all the other centers, rest centers, closed down as of June 1st. So we were able to negotiate that. We had to negotiate the hours at Cabot Square because all the other parks were closing down at like 1 o'clock. They're stopping services at 1 o'clock, which means they offer breakfast and lunch and no supper.
And I was adamant that the team will continue to make food. The most beautiful thing, though, about resilience is that the community members donate so much. Like, we have so much food that we actually bring it to a different shelter. We're like, we've got too much. And, you know, whatever we ask for, we get. So people come by, they drop it off sort of in the back alley because we have a door in the back, and we get all different kinds of clothing. And like, I know that like on Sunday is like a National Indigenous Day. So we're going to have like caribou burgers, and we're going to celebrate, and people are donating what we're asking for. They're already pre-made, the burgers. All we have to do is put them on the barbecue. And we just really try to help out with whatever the clientele needs are. If it's mental health, we find someone in that field. A lot of the workers that we have a background in mental health or sexual assault or social work, so that they could sort of, you know, help them with all different of their whatever it is that they need at that moment. We brought people to detox. We bring people to different shelters. We fight when, you know, there's certain hotel rooms that they're supposed to be able to acquire. When those shut down or they can't get in, we're calling them. So we are doing an enormous amount of advocacy on behalf of each individual that needs it, as well as the system. And, you know, it continues to be, you know, a challenge. You know, it's going to be a shock when we close the day center. We're really hoping, and I mean the Dawson Center, we're hoping that the city is going to put something else in its place. Because if you're no longer serving supper to, you know, all the other homeless tents that are in the city, where are the people eating? Is there enough room for the other, or for them to go to different organizations? And we hear it. They come back to us and they're like, oh, I couldn't get I was standing in line, I couldn't get services. Like, we hear it, and then we address it as needed. So we're pretty proactive. That answer your question? Oui, perfectly. Thank you. And how you've got to persist and kind of still be 2 steps ahead, because the needs won't pause or recess for summer. And thank you. Est-ce que quelqu'un d'autre, j'essaie de voir si quelqu'un, Dimitri, je passerai la parole à Dimitri si tu veux poursuivre sur ce sujet-là. Ou... Oui, merci. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Nakouset sur 2 points, en fait, la question de la mobilisation citoyenne d'une part, mais aussi la question des mesures d'urgence qui sont mises en place en ce moment, mais des besoins à long terme. Donc, pour ce qui est de la mobilisation citoyenne, nous, ce qu'on a vu beaucoup à Saint-Henri, c'est beaucoup l'inclusion des citoyens dans la lutte, par exemple, à l'insécurité alimentaire, ou aussi la création de communs. On a vu la création vraiment de groupes spontanés, pas organisés autour d'une structure juridique, qui venaient en aide pour venir pallier justement au fait que plusieurs des bénévoles, je dirais, traditionnels, n'étaient plus disponibles. Donc, à Saint-Henri, ce qu'on a vu la création d'un groupe communautaire qui faisait des livraisons. J'ai parlé tantôt du service de livraison qui était plus en demande auprès des banques alimentaires. Ce n'est pas quelque chose que les organismes ont tout le temps eu la possibilité de répondre. Je pense que c'est quelque chose qui est important de mettre l'emphase dessus, du moins dans le cadre de la sécurité alimentaire. Quand la crise est arrivée, je pense qu'il y a eu une certaine attente de la part peut-être des autorités ou même de la population que le privé et le communautaire allaient être capable de reprendre, allaient être capable de reprendre l'espace qui avait été laissé de côté. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les deux n'étaient pas capables de se faire à la demande. Autant pour les épiceries, les longues files d'attente, les services de livraison qui pouvaient prendre plusieurs jours, autant dans les organismes communautaires où parfois le manque de bénévoles ou juste la réorganisation de tous les services ont fait que c'était pas si facile que ça, puis on ne s'est pas retrouvé dans une situation où les services qui ont été perdus, ou du moins les débouchés où on pouvait aller s'alimenter, qui ont été perdus pendant la crise, n'ont pas été totalement retrouvés.
Donc, on a vu vraiment une autonomisation de certains groupes, une autonomisation de certains quartiers à travers ces communs-là, une augmentation du lien social, bizarrement dans une période où les gens n'avaient plus la possibilité de se rencontrer en personne. Bien, nous, ce qu'on a vu, c'est la création de tellement de groupes citoyens, de personnes qui, nous, dans le collectif La Dalle, on est beaucoup de personnes qui ne se connaissions pas avant la crise. Il y a 2 mois, on ne se connaissait pas. Pourtant, on est voisins. On habite juste l'un à côté de l'autre. Donc, ça a vraiment permis de nous retrouver autour de ça. Mais pour terminer, ce que je pense que Nakoussette a dit qui est très important, c'est que là, il y a eu beaucoup de mesures d'urgence qui ont été mises en place pour nous permettre de passer à travers ça, que ce soit certains hôtels qui ont été réquisitionnés, certains parcs, certaines ressources de la ville qui ont été mises à notre disposition d'un point de vue vraiment comme on n'a jamais vu, puis c'est tout à leur honneur. Au dépôt NDG, on a eu la possibilité d'avoir accès à un aréna de hockey dans lequel on a géré totalement la distribution des paniers alimentaires d'urgence. Sauf que qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien, ces hôtels-là, ils vont rouvrir un jour cet aréna de hockey. Il y a déjà l'association de hockey de NDG est déjà en train de pousser fort pour recommencer les activités. On les blâme pas, mais c'est juste que ces mesures d'urgence-là qui ont été mises en place par la ville nous ont permis de passer à travers pour certains, et même pas pour toutes, mais même ces mesures d'urgence-là ne sont pas suffisantes. Donc, avec un certain retour en la normale, j'ai un peu peur pour ce qui va se passer pour beaucoup de personnes vulnérables, considérant que ces mesures auxquelles ils avaient droit ne seront plus accessibles et les organismes qui les viennent en aide n'ont pas nécessairement énormément d'argent ou énormément de nouvelles ressources pour s'attaquer à cette situation. Donc, je pense que un des travaux qui aura besoin d'être fait, puis je n'ai pas lu la politique de reprise économique de la ville, donc je serais très intéressé d'entendre Mme Chiasson parler de ça. Mais je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que la ville va devoir vraiment maintenir certaines de ces mesures d'exception-là pendant plus longtemps que jusqu'au déconfinement. Merci, Dimitri. Sans mettre sur le spot José, j'aurais envie de poursuivre avec José, peut-être avec plus de détails sur le plan de relance, mais aussi s'il y a des structures en place, comment est-ce que, par exemple, la conversation avec les petites entreprises est maintenue ou ce qui vous inspire? Merci, tout à fait. Ben pour aller dans la même continuité de l'écosystème, nous aussi, on a notre écosystème qui a été vraiment, c'est une mobilisation exceptionnelle qu'on a eue, puis ça a vraiment fait des rapprochements. En fait, le fait qu'on est en télétravail fait en sorte qu'on peut convoquer une rencontre pour demain matin, puis les gens, ils sont au rendez-vous. Puis normalement, ben, il faut prendre des semaines là, puis des doodles pour trouver des dates afin de se rencontrer. Donc, cette crise nous a aussi permis, nous, de nous rapprocher de notre écosystème, qui est immense, l'écosystème économique de Montréal, que ce soit des organismes d'économie sociale, donc faire le lien un peu avec qu'est-ce que Dimitri disait, il y a quand même, nous, on veut vraiment encourager les projets d'économie sociale, donc s'il y a des modèles d'affaires qui peuvent venir aussi répondre à des enjeux sociaux, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir supporter dans notre plan de relance économique. Donc, je voulais quand même faire un petit point sur cette mobilisation-là. Les partenaires sont tous au rendez-vous, puis tout le monde, on veut ramer dans la même direction. Ça, je pense que c'est encourageant aussi pour la suite, là, parce qu'en effet, le défi, il est grand. Au niveau du plan de relance économique de la ville, on touche à beaucoup de choses, en fait, à la fois aux infrastructures. C'est sûr que la mairesse fait des demandes aussi au gouvernement du Québec pour aller chercher de l'argent supplémentaires pour venir réaliser des projets d'infrastructure qui vont créer une impulsion à l'économie parce que c'est quand même des grands chantiers, c'est des travaux, ça crée de l'emploi, donc à court terme. Donc, il y a un volet infrastructure qui est très important. La ville aussi démarre un chantier d'approvisionnement local. Donc, on veut vraiment se donner une politique d'approvisionnement d'achat local. Donc, pour y arriver, peut-être qu'on devra changer la loi même pour être capable d'aller plus loin. Donc, c'est un grand chantier sur lequel la ville enclenche, accélère finalement ce chantier-là.
Puis ça inclut justement de s'approvisionner par des produits qui sont fabriqués à Montréal, mais aussi, entre autres, on met de l'emphase sur les entreprises d'économie sociale, justement. Il y a toute la notion de fiscalité aussi qu'on touche, donc il y a des ambitions aussi il y a déjà l'annonce du report des taxes qui a été annoncée, puis il y a eu un deuxième report, donc c'est quand même, il faut savoir que c'est le principal revenu de la ville, hein, donc il y a des enjeux quand même financiers, mais la ville a réussi à trouver des solutions pour ça. Donc, ça touche à ces choses-là. Puis plus concrètement, au niveau des mesures spécifiques pour les entreprises, on a 4 grands axes. Clairement, on met le commerce au cœur de la relance. C'est lui qui a été frappé de plein fouet. Puis je pense que les artères commerciales sont aussi au cœur de la vitalité des quartiers, de l'attractivité des quartiers, donc ils contribuent énormément. Puis c'est clair que les commerces sont frappés de plein fouet, donc on met beaucoup d'attention à travailler avec les sociétés de développement commercial, les associations de commerçants, donc l'écosystème encore une fois. On va travailler à aménager, comme vous l'avez sûrement vu, il y a les voies actives sécuritaires, donc la ville aussi met en place là, des mesures d'aménagement des artères, fait de la piétonisation dans certains cas pour permettre là, un retour d'achalandage sur les artères commerciales en respectant la distanciation sociale. Il y a l'industrie culturelle et créative qui est aussi frappée de plein fouet. On le sait, Montréal, c'est les festivals, c'est les activités culturelles. Donc, ça aussi, toute cette industrie-là, elle doit se réinventer. Donc, on voit beaucoup de projets, puis on va vouloir venir supporter des projets où ça se réinvente. Donc, ça, c'est beaucoup au niveau du commerce. On va travailler sur la transformation des entreprises. Quand on parle de résilience, bien, les entreprises doivent aussi se doter de stratégies pour être plus résilientes. Puis on veut aller aussi rejoindre les communautés plus vulnérables. Puis on a entre autres une initiative qui va être Entreprendre ensemble. Donc, on va délocaliser les offres de services, puis on va partir dans les territoires où il y a plus de populations vulnérables pour les sensibiliser à l'entrepreneuriat et leur donner accès à la formation, aux services financiers qui peuvent venir avec. Donc, on a vraiment une mesure concrète à très court terme qu'on va déployer. On va travailler là, sur le virage numérique, on l'a vu, puis vous parliez de livraison tantôt, c'est la même chose. Les commerçants, pour survivre, bien, on a mis sur pied un service d'urgence de livraison. Là, on veut le pérenniser, mais on veut le pérenniser dans un esprit de vélo-cargo, de transport décarboné. Donc, malgré qu'on est dans l'urgence, on insiste quand même de mettre de poser des gestes qui vont être structurants parce que par la suite, on veut garder ce type d'habitude de livraison à Montréal. Il y a l'aspect du territoire. Oui. Vas-y, Josée, vas-y. Oui, je vais terminer là, pour ne pas trop prendre de temps, mais il y a tout le volet territorial aussi. Hein. Il y a plein d'actifs qui appartiennent à la ville, qui sont des bâtiments, des terrains. Comment on peut utiliser ces actifs-là pour la relance, pour répondre à des enjeux sociaux. Puis vous le disiez, Dimitri, qu'on le fait en mesure d'urgence, mais peut-être qu'on peut le réfléchir dans la relance. C'est ça qu'on veut faire. Donc, utiliser les actifs, là, puis de créer un levier, mais vraiment pour transformer aussi les modèles d'affaires. Et le dernier axe qui est tellement important, comme je le mentionnais, oui, on a eu une mobilisation sans précédent, mais l'écosystème, pour nous, c'est important qu'on travaille tous ensemble, fait qu'on met aussi des mesures pour vraiment qu'on s'assure de travailler avec l'écosystème, travailler aussi sur l'employabilité, comment on peut adapter, parce qu'il y a beaucoup de changements, les comportements de travail vont changer, donc il faut aussi que les entreprises s'adaptent. Donc, je vous ai résumé ça bien vite, bien entendu. D'ailleurs, la mairesse va faire une conférence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain lundi, en entrevue avec Michel Leblanc pour parler en détail là, du plan de relance. Merci beaucoup, Josée. Je pense qu'on était plusieurs peut-être à avoir vu l'annonce, mais à ne pas avoir encore regardé dans le grand détail. Je sais qu'on s'est un peu, justement, on a continué à discuter, c'est
En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Mais j'avais quand même peut-être envie d'entendre Violaine. Je sais que tu as parlé un peu là, de la relation justement avec peut-être des nouveaux partenaires qui joignent le mouvement, fait que des nouvelles voix qui viennent reconnaître, là, par exemple, le besoin pour du logement, davantage de logement communautaire, social. Puis peut-être, si je peux aussi poser la question par rapport justement au 1er juillet qui s'en vient. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses peut-être là-dessus. Oui, ben, un peu comme ce que Josée mentionnait, dans les derniers mois, avec le télétravail, la crise, je pense que j'ai jamais autant échangé et eu de rencontres avec des partenaires à qui je parlais soit jamais ou soit très rarement. Une espèce de désir de développer une vision commune, de sentir qu'on va dans la même direction. Il y a vraiment du positif là, quand même dans tout ça. Je pense qu'il faut le retenir et essayer de voir comment ça peut se cultiver aussi à long terme et que ce ne soit pas juste une période de crise. Donc là, tantôt, Catherine, tu parlais de partage de connaissances aussi, là, mais c'est ça que ça permet, c'est que quand on se retrouve avec des partenaires, que ce soit du côté de l'environnement, que ce soit du côté des chambres de commerce ou du patronat, qui sont beaucoup moins dans le milieu social, dans le logement social, puis dans le communautaire, mais le fait de se retrouver aux mêmes tables, ben ça fait qu'on fait ce partage de connaissances sur nos réalités respectives. Ça démystifie, ça enlève des préjugés. Puis je pense que ça fait partie de la pédagogie mutuelle là, qui peut avoir un impact à un moment donné sur le terrain. C'est ça. Moi, je travaille pour une association. Je ne suis pas directement sur le terrain. Donc, moi, c'est ce que je vois plus à cette échelle-là, si on veut. Mais après ça, ces gens-là, ils ont des membres, comme moi, j'ai des membres, et puis ça fait des petits. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Autre chose aussi, c'est pas tout à fait dans la question que tu poses, mais c'est juste que ça m'est venu là, pendant la discussion. Nous, en habitation communautaire, c'est des OSBL là, dont on parle, c'est des coopératives. Puis ce qu'on a aussi vu beaucoup pendant la crise, c'est la force de ces milieux-là où il y a déjà à la base de l'entraide qui existe, un réseau naturel de par le fait que ce sont des habitations qui sont gérées collectivement, qui sont démocratiques et tout. Les gens s'impliquent, il y a de la participation citoyenne. Donc, il y a des initiatives qui sont nées super vite. Là. Par exemple, un calendrier avec qui va faire l'épicerie pour je ne sais pas combien de familles, pour qu'il y ait juste une personne qui aille à l'épicerie pour éviter qu'il y ait trop de sorties puis que ce soit plus dangereux pour la contamination et tout. Donc, toutes sortes d'initiatives qui sont comme mises en place rapidement. Fait qu'en même temps, oui, il y avait la distanciation physique, mais le rôle du réseau et de l'entraide dans ces milieux-là était quand même... on voyait le genre de... comment tu fais face à une crise mieux quand tu as déjà un réseau d'entraide puis une façon de travailler ensemble plutôt qu'être isolé chacun dans son appartement et pas trop se connaître. Donc ça, c'est une chose. Pour ce qui est du 1er juillet, ben, je l'ai dit un petit peu tantôt, là, on a vu des mesures qui ont été annoncées en urgence là, par le gouvernement du Québec. Ça fait que pour les gens je pense qu'on parle de un peu plus de... C'est 1800 suppléments au loyer qui ont été annoncés. Donc, s'il y a des ménages qui n'ont vraiment pas de toit au 1er juillet, il y aurait accès à des fonds pour qu'un propriétaire puisse les accepter et recevoir l'écart de loyer qu'ils ne sont pas en mesure de payer. Là. Ça, c'est une chose, c'est bien, mais en même temps, je reviens toujours à ça, ça va prendre beaucoup plus de logements abordables. Ça va prendre plus de logements, donc sociaux, communautaires. Puis la crise a fait en sorte aussi que les chantiers, on est dans la construction résidentielle, hein, donc les chantiers de logements sociaux ont été arrêtés. Là, on recommence tranquillement, mais on va se retrouver
encore une fois, dans une espèce de surchauffe où tous les professionnels sont réinterpellés en même temps, etc. Donc, là-dessus, on aurait aimé ça aussi. Et on souhaite encore qu'il y ait des mesures aussi pour accélérer ce genre de chantier-là, plutôt que seulement miser sur des mesures d'urgence. Il faut aussi accélérer la construction de logements sociaux. Puis il y en a qui sont vraiment proches de pouvoir être terminés, tout ça. Donc, là-dessus, ben, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire là, pour convaincre, dans le plan de relance, cela dit, je vais le nommer là, parce que le plan de relance que Montréal a présenté cette semaine faisait une grande place à l'habitation sociale communautaire, qui est une excellente nouvelle. Puis l'administration, de toute façon, de Valérie Plante a toujours mis ça de l'avant. Mais c'est ça. L'argent vient aussi des autres paliers gouvernementaux du Québec principalement. Donc, c'est là-dessus qu'il faut plancher. Et c'est toujours très bon d'avoir plusieurs partenaires diversifiés pour refaire boucler la boucle pour frapper sur le même clou. Voilà. Oui, puis j'ai bien aimé. Merci Violaine, comment tu parlais de pédagogie mutuelle, puis de se donner un peu la chance de voir comment ces réseaux-là vont pouvoir ou comment ils devront continuer d'être pertinents. Ça passe extrêmement vite, 1 heure. J'ai l'impression qu'on vient de se loguer on. J'aimerais quand même vous donner encore chacun en 1 minute. Je ne vous demande pas de faire un mot de la fin ou de faire un grand résumé, mais côté soit espace public, espace privé, piétonisation, patrimoine, est-ce qu'il y a une dernière chose ou si vous avez une autre inspiration, chacun, peut-être en 1 minute? Je vais répéter ça en anglais et peut-être donner à Nagusset la première parole. So Nagusset, I was saying how fast like an hour goes by. I wanted to maybe give each and every one of you maybe 1 minute, not to wrap up, not to find the answer, but to kind of share something more. May it be access to public space for everyone. May it be using private space differently in the future. What's one action or one idea you'd want to maybe briefly continue with? That's a tough question. I can come back to you. I don't want to put you on the spot. Yeah, you know what? Come back to me. Let's see what everyone else has to say. Parfait. Est-ce que je vois Violaine? Pour faire ça bien vite, mais moi, je trouve que ce qu'il faut retenir, c'est communauté, collectivité, échelle humaine. Il faut qu'on puisse donner le pouvoir aux collectivités pour qu'elles puissent répondre à leurs besoins. Et du top-down, on l'a vu dans le réseau de la santé, qui est désincarné de ce qui se passe sur le terrain. On ne peut plus faire ça. Il faut écouter les gens qui sont sur le terrain, leur donner les moyens de répondre à leurs besoins. Et d'un point de vue de logement, de commerce et de développement durable aussi, vous y aller à échelle humaine et permettre d'avoir des communautés qui sont près des services, près des transports, mixtes. Et voilà. Merci. Oui, Josie, vas-y. Ben moi, je suis dans la même lignée. Je renchérirais en disant que on doit tous se réinventer, faire autrement. Puis je pense que ça a mis en lumière qu'est-ce qui ne va pas bien, puis où on doit agir. C'est vraiment tous ensemble là, qu'on va. Puis fait que je rejoins vraiment les propos de Violaine sur le collectif, la collaboration. Puis donnons-nous une vision puis pour Montréal, là, c'est sûr, nous, on représente Montréal, mais on veut être une métropole exemplaire, donc c'est dans toutes les sphères qu'elle doit l'être. Donc, voilà. Merci. Là, vous faites tellement bien ça. Vous pouvez aussi prendre 2 minutes. C'est correct. On a encore un petit peu de temps. Dimitri, est-ce que tu avais quelque chose à nous partager peut-être sur ces... Oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais parler, ça commence à être une formule pas mal utilisée, là, toute cette question de à quel point cette crise-là nous a permis de voir les inégalités, puis voir vraiment comme un peu les vulnérabilités de notre système social. Donc,
je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de rattrapage économique parce que, bon, il y a eu un ralentissement dans le temps de la crise. Je pense que ce serait bien aussi de parler d'un rattrapage social, rattrapage de notre filet social. On a justement, moi, ce que je comprends, c'est que si cette crise témoigne d'un retard en termes de filet social, c'est également une occasion pour nous, si on ne veut pas que la prochaine fois, ça soit aussi pire, sinon pire, ce que moi, je comprends, c'est qu'on a aussi un rattrapage à faire d'un point de vue social. On a un rattrapage à faire au niveau de notre filet social. Ces initiatives-là qui se sont mobilisées pour être capables de faire une aide d'urgence, il faudrait, et je me répète un peu avec ce que j'ai dit tantôt, mais il faudrait que cette aide d'urgence-là devienne une aide qui soit permanente. Je ne crois pas que, dans un certain sens, on a innové pour passer à travers la crise, mais dans un autre sens, on a aussi un peu ramené des trucs du passé, ramené des solidarités comme on n'en avait pas vu depuis un certain temps, ramener même des pratiques d'un point de vue d'autonomisation alimentaire, d'agriculture urbaine qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, mis à une si grande échelle. Donc, je pense que la crise nous donne un glimpse, nous donne un aperçu de que ce que pourrait être notre société si on décidait de entrevoir les liens sociaux puis entrevoir, entrevoir notre vivre ensemble d'une manière différente. Donc, avec l'été là, qui s'en vient à Montréal, je pense qu'il est aussi important de garder en tête, outre comment on peut relancer les petites entreprises, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais aussi comment on veut habiter dans notre ville, comment on veut habiter ensemble. Tu l'as mentionné un peu, Catherine, il y a toute la possibilité cet été. Bon, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Montréal, il n'y aura pas de festival, etc. Mais la ville est encore là. Ces infrastructures sont encore là, elles seront même bonifiées. Donc, comment peut-on habiter cette ville si on n'est pas strictement dans une perspective de la consommer Montréal? Donc, je pense qu'il y a plein d'initiatives très importantes qui peuvent arriver dans la création de tiers-lieux, d'endroits où les gens peuvent être sans nécessairement être dans une logique de consommateur, mais tout simplement de citoyens, de résidents. Donc, je pense que c'est ça. Sans nécessairement dire que cette crise est une opportunité, je pense qu'on peut dire que cette crise, du moins, est, si elle n'est pas gaspillée, comment je pourrais dire, peut amener une certaine enlightenment, un certain changement de cap pour nous de voir que beaucoup des choses du passé qu'on a laissé tomber, lorsque les temps sont durs, on se rend compte de leur importance. Donc, c'est ça, j'ai un peu le rêve qu'on puisse entrevoir une différente manière d'être ensemble, d'être québécois, de quel est le modèle que nous, on veut, puis d'y aller de l'avant. Voilà. Merci. Hey, c'est dur de couper. Je voulais pas te couper, puis c'était tombé intéressant, mais j'aimerais laisser peut-être aussi la chance à Nagouset de parler. Merci beaucoup, Dimitri, pour plusieurs des mots de la fin que j'aurais peut-être pas le temps de faire, fait que c'est parfait. Merci d'avoir touché à plusieurs différents points. Nagouset, did you want to add also just something in closing? I guess I just want people to know that because the homeless population has been really cut out in the last 100 days, that their needs are even greater. And I would ask that people be super kind when you see people that are on the streets, because it is because of some traumatic experience that led them to end up on the streets. And now we have to sort of pick up with less services for them, all these places closing down. And then also the fact that a lot of the homeless population have tickets, $1,500 for not social distancing. And we actually have, a lawyer, a professional lawyer that is pro bono is going to help fight these tickets. Now that things are starting to open up more, it doesn't necessarily mean it's opening up for the homeless population. And we need to play catch up, and we need to try to
go with the next wave in terms of what will be happening, how it will affect us. And I'm just asking like the population to continue to support these organizations that are doing this work. And I'm telling you, just kindness makes all the difference. When they're on the streets, just a hello, would you like a sandwich? You know, offering them a resource, that could make, you know, their day. So. Merci. Merci. C'est ingrat de finir vite. C'est ingrat pour moi aussi, je trouve, de vouloir résumer en un mot pour terminer là, dans les 2 minutes qui me restent parce que j'ai aussi un ou deux messages à faire. Merci. Merci Nagouset, merci Dimitri, merci José, merci Violaine. Moi, je suis un peu, je suis encore, j'ai des notes partout, j'ai hâte de décanter ça, j'ai hâte de poursuivre cette discussion-là. Merci, merci pour toutes les choses extrêmement pertinentes, les points de vue qu'on a été capable de toucher aujourd'hui. Puis je pense que rapidement, juste pour pouvoir garder un mot avec les gens à la maison, cette idée-là de penser justement la ville qui est toujours là, malgré les bouleversements dans notre consommation, la distanciation physique, les différents chamboulements qu'on voit, puis aussi cette idée-là qu'on ne pourra pas y arriver sans prendre en compte l'entièreté des segments de population, la population dans son ensemble. Je vais arrêter là pour ne pas dénaturer les propos, mais en tout cas, c'est les dernières choses qui me roulent en tête. Très rapidement, merci donc à tous les panélistes, chacune d'entre vous. Merci aux gens qui nous ont écoutés et aux gens qui nous écouteront parce que tout ça va être mis en ligne sous peu sur covid100.ca, covid100.ca. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que dans 30 minutes, une conversation comme celle-là va avoir lieu à London, en Ontario. Passer du français à l'anglais, ça fait ça des fois. Puis ça va se poursuivre dans le courant de la journée dans les prairies, en Alberta et en Colombie-Britannique. Lundi midi, heure de l'Est, je parle en heure de l'Est depuis tantôt, il va y avoir aussi un petit wrap-up, un récapitulatif avec moi et les autres animateurs de la journée, lundi midi. Puis, au nom de l'Institut urbain du Canada, je remercie les panélistes et tout le monde à la maison. Je pense qu'on va faire le midi juste. Merci. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.